Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas pour vous servir et vous êtes bien évidemment sur Il était un jeu. Les pulls moches sont de sortie, le mien il clignote, je vous laisse peut-être faire comme moi, sortir votre plus beau, plus moche pull de Noël parce que on continue les sélections de cette fin d'année pour vous donner des idées, faire plaisir ou vous faire plaisir à vous aussi. Et là, on va parler, vous avez cliqué dessus, c'est mes 5 jeux à cocher favoris. Des jeux avec des dés, des jeux avec des cartes, des jeux où toujours il faudra crayonner quelque chose, soit avec du crayon à papier, soit sur du Velleda. Ça, on va voir ma sélection. Du jeu d'ambiance, on va devoir se fighter, des jeux un peu plus costauds, il y a un petit peu de tout ça, des jeux dont je vous ai essentiellement parlé, oui, cette année, mais ça me fait plaisir d'y retourner. Installez-vous confortablement comme moi, et je vous dis à tout de suite pour cette sélection des jeux à cocher. On commence avec le jeu à cocher, je pense, c'est celui que j'ai le plus sorti cette année, notamment parce qu'il a été sur BGA. Sans plus de suspense, c'est le tout petit jeu Next Station London, édité chez Blue Orange, 8 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 25 minutes les parties. Sur BGA, ça tourne très bien, bien sûr. Hein, c'est un site qui nous permet donc d'éviter toute une mise en place, même si là, il n'y en a pas beaucoup. Mais donc de jouer. Je pense que j'ai fait plus de 200 parties. C'était juste la folie. Et le prochain qui sort tout bientôt aussi, début d'année prochaine, je crois, c'est Next Station Tokyo avec quelque chose qui a été un petit peu remanié. Mais on en reparlera d'ici quelques mois. Next Station London, on va devoir créer tout un réseau de métro dans la ville de Londres. Tous les joueurs, on peut jouer donc jusqu'à 4, vont avoir en main un crayon de couleur, avec une couleur bien spécifique, parce que ça va définir aussi le point de départ sur la grille. Et ensuite, on va retourner des cartes, un peu comme on pourrait le définir, un flip. Je retourne and write, je vais écrire, et on va devoir partir de cette station de départ vers la station définie sur la carte. Et on va devoir ainsi constituer une ligne, bien sûr, si elle était prédessinée. Je ne pourrais pas dessiner où je veux. Attention donc à ne pas vous bloquer. Et on va retourner successivement des cartes comme ça pour faire une ligne de métro sans jamais pouvoir faire d'intersection. À moins que, justement, il y ait la carte intersection qui sorte et qui nous permettrait donc de faire une sorte de troisième ligne, une sorte de Y à n'importe quel endroit du moment que la station d'arrivée soit définie par la prochaine carte que vous tirerez. Une fois que 5 cartes roses, 5 cartes souterrains ou des bouches de métro plutôt sont révélées, eh bien la partie s'arrête, donc ça peut très vite arriver en 5 cartes, comme arriver tardivement en 10 à 11 cartes, et on fait ça sur 4 manches successives pour les 4 crayons de couleur. On comptera le nombre de points qui sera défini à chaque manche par le nombre de stations maximum dans un des quartiers, il y a plusieurs quartiers, le nombre de stations maximum dans un quartier donné, celui que vous choisissez, et le nombre de stations que vous aurez traversées. Ajoutez à ceci des points bonus si vous avez réussi à traverser la Tamise, qui sera multiplié par le nombre de fois que vous l'aurez fait, et le nombre de stations, de sites touristiques par lesquels vous serez passé. Bon, les règles détaillées, je vous en ai proposé une vidéo, je vous laisse cliquer juste ici si vous voulez en savoir un petit peu plus. Il y a des cartes à objectifs qui ne sont pas à ignorer, je trouve, ça met une ligne directrice dans notre stratégie et un peu plus de challenge aussi avec un scoring qui est toujours plus fort. Il y a quelques pouvoirs bonus que vous pourrez attribuer à chaque crayon, bref, voilà. C'est très petit, c'est bleu orange, c'est toujours les boîtes qui s'ouvrent sur le côté, c'est toujours trop cool, ça tourne très bien. C'est simple, même en association, l'asso où je suis, là où je vais le vendredi soir par exemple, il est quasiment à chaque fois de sortie ce jeu, tellement il est simple, tellement il est addictif et tellement il est universel pour ainsi dire. Next Station London, c'est un des jeux à avoir cette année. Hein. Le deuxième, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Je vous en ai parlé il y a 1 an, je vous en ai parlé il y a 6 mois. J'ai même eu la chance d'avoir son très jeune et auteur, ce très sympathique auteur qui est devenu un ami aussi. Hein, c'est Alexandre Aguilar. Et je vous avais proposé une vidéo avec lui de Captain's War. Je vous laisse cliquer parce qu'on a quand même bien rigolé sur cette vidéo-là. C'est lui qui vous explique les règles et on a pas mal déliré, notamment avec un petit bêtisier à la fin qui reste
peut-être dans les mémoires, en tout cas nous ça nous a bien fait marrer. Roll, Write and Attack, c'est un jeu où il va y avoir de la confrontation, on va pouvoir attaquer, et pour pouvoir attaquer, il faudra peut-être recruter ces brigands, ces pirates. Ces pirates, comment on va les recruter? Avec un lancer de dés. Le joueur actif va récupérer, en tout cas va éloigner un dé qui ne sera pas sélectionnable par les autres, et ensuite tout le monde en sélectionne 2. Est-ce que vous voulez sélectionner des ressources? Est-ce que vous voulez sélectionner des pirates? Est-ce que vous voulez sélectionner autre chose? Ça sera à vous de voir selon votre stratégie, mais aussi de voir un petit peu les dés que vous pourrez laisser aux adversaires. Car à la fin de votre tour, vous pourrez choisir, en tant que joueur actif, si vous voulez attaquer quelqu'un. Rien d'obligé. Le combat sera défini selon une sorte de bluff. On va regarder nos forces, c'est-à-dire que les pirates les plus faibles auront des petits points, des petits PV, on va dire, et les pirates les plus forts, eux, bien sûr, risquent de remporter la partie. La bataille, en tout cas. Pas la partie. Quoique, parce que ces pirates-là qu'on va mettre dans la bataille, celui qui aura le chiffre le plus grand, la défense gagnerait. Celui qui a le chiffre le plus grand remporte la bataille. On va pouvoir lui piquer soit des pièces, soit d'autres choses. Ça, je vous laisserai voir dans notre vidéo. Mais c'est surtout que ces forces-là, soit je les mets dans une bataille à un moment donné pour m'amener des ressources, etc., d'aller piller un adversaire, soit je décide de les garder pour la bataille finale qui pourrait être décisive et qui sera vachement importante dans le scoring final. On va devoir constituer le plus beau des bateaux, le plus prestigieux en tout cas, pour essayer d'engranger des points dans une sorte de course aussi à la réputation, mais aussi en essayant d'établir le pirate le plus balèze, celui qui aura le plus de prestige, le plus de prestance, à même de pouvoir remporter toutes les parties. Et pour cela, il va falloir emmagasiner des ressources, et ces ressources on pourra les utiliser à la fin du tour, sachant que c'est un jeu qui se joue vraiment en simultané, tout le monde joue en même temps, on lance les dés, chacun va les sélectionner dans son coin, sauf celui qui a été écarté par le joueur actif, et ensuite chacun va dire je fais ça, je m'entoure ceci, je vais faire ci, etc. Voilà, et on passe le pion de joueur principal à son voisin, et on continue ainsi. Il y a plusieurs façons d'amener fin à la partie. Ça, je vous laisserai voir un petit peu dans notre vidéo explicative. Là où c'est original, c'est vraiment ce côté interaction et qu'on ne retrouvait pas forcément. Voilà, amener du bluff dans un jeu à cocher, c'était plutôt original. Ça reste très familial, très plaisant. La boîte, elle change un petit peu de tous les formats qu'on peut avoir. Les illustrations d'Olivier de Rueto, que dire, on peut que apprécier le talent de ce monsieur. Il y a pas mal d'enveloppes aussi pour affronter peut-être des pirates prestigieux. Bref, c'est un jeu que je peux que vous conseiller de mettre au pied du sapin. Je suis sûr que si vous regardez cette vidéo là, eh bien vous l'avez déjà de toute façon, mais faites plaisir peut-être à votre entourage également. Le troisième jeu à cocher, c'est une revisite, on va dire, d'un célèbre jeu. Je crois même que, hop là, on peut le voir juste ici, si j'arrive à faire un zoom assez conséquent. C'est l'île des chats. Et bien, c'est vraiment celui-là, hein. C'est l'île des chats, mais en version Explore and Draw. Donc, on va explorer et dessiner sur un bateau. Tout ça en Velleda, c'est trop cool. Chaque stylo, il y a plusieurs pochettes de stylos de feutre effaçable. La quantité de matériel, elle est quand même conséquente. C'est-à-dire que pour chacun des joueurs, vous aurez ça aussi dans la boîte. Je ne reviens pas sur l'île des chats original. Ici, je trouve qu'on en retrouve toutes les sensations de ce jeu, qui est assez conséquent, qui est très mignon, hein, et qui est une sorte de placement de Tetris sur un bateau. On essaie de sauver le maximum de chats, donc on va essayer de les constituer de manière le plus harmonieuse possible pour combler tous les trous, et essayer de faire en sorte qu'il y ait des collections de couleurs, de recouvrir les rats qui seraient sur le bateau pour pas avoir des points négatifs à la fin. Il y a quand même ces choses-là qui sont toujours présentes dans ce jeu. Sauf que ici, il n'y a pas de système de premier arrivé, premier servi, il n'y a pas de système de ressources à payer pour activer des cartes. Ici, on place un plateau selon une configuration de cartes de 12 cartes qui sera toujours la même, hein, avec des cartes qui nous donneraient des chats ou des bonus, et d'autres qui donneraient des objectifs. Et ces objectifs-là, on le voit derrière la boîte, là, ils sont répertoriés sur une feuille, je crois qu'il y en avait 25, 26 même. Il y a 26 objectifs. Vous choisissez une colonne pour l'ensemble de ces cartes. Il y aura plusieurs petits pouvoirs à activer à n'importe quel moment quand vous le souhaitez pendant votre tour de jeu pour peut-être sélectionner une carte un petit peu ailleurs. Mais en gros, on sélectionne une colonne. Une fois que tout le monde a joué, c'est bon, tout le monde a choisi, hop, on défausse le tout et on refait un plateau de jeu avec ces cartes-là. Et avec ces cartes-là, on va avoir donc des chats, des bonus, des trésors comme dans le jeu originel, plus ces missions-là qui nous demanderaient d'avoir des collections particulières, de recouvrir une zone en particulier, d'arriver à compléter les soutes, etc. Parce qu'à chaque fois qu'on va positionner des chats, comme dans le jeu original, eh bien on va devoir toujours se positionner de manière adjacente
à un chat qui serait déjà positionné. Le but, ça sera éventuellement de remplir les objectifs qu'on aurait cochés, ça va nous guider un petit peu dans notre partie, mais aussi de faire des collections de chats par famille, d'essayer d'avoir le maximum de zones de la même couleur, avec tout ce qu'il y a de joker, etc. Le matériel est fou, la boîte est plutôt petite, et pourtant le plaisir de jeu sont immenses, la mise en place elle est immédiate, il y a juste ce côté placement de cartes qui est un peu rébarbatif, un peu lassant, un peu laborieux des fois même pour le mettre en place, mais sinon ça tourne très très bien, c'est jusqu'à 6 joueurs, il y a 6 pochettes de feutre là-dedans, 30 à 45 minutes les parties à partir de 10 ans. Un des jeux à cocher les plus durs que j'ai pu tester, mais aussi les plus plaisants dans sa thématique, parce que j'adore les dinosaures. C'est toute mon enfance. Qui n'a jamais rêvé de créer un parc à dinosaures après avoir vu Jurassic Park? À part ceux qui se sont fait bouffer, je sais pas. Moi, j'ai toujours rêvé de ça, que j'aimerais tellement que ça existe. Bref. Et bien, justement, Catch-Up a édité son jeu Dinosaur Island en version à cocher Roll and Write. Tout ce qu'il faut comme sensation de créer son parc de dinosaures, mais dans une version de jeu à cocher de 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 60 minutes, c'est quand même assez long, même à 2. On l'a testé à 2 pour l'instant et ça tourne quand même très très bien. Un jeu où on lance des dés qui nous permettrait donc de récolter des ressources. Un jeu aussi où avec ces mêmes dés, on va devoir les positionner pour activer certains bonus. Un jeu où il va se dérouler en 3 phases, 3 saisons on va dire, et dans lesquelles on va devoir créer des dinosaures, mais pour avoir ces dinosaures, il me faudrait peut-être de l'ADN qui correspondrait, les combiner de manière astucieuse, avoir des sous peut-être pour avoir des spécialistes qui me permettraient d'accélérer ce processus-là, d'amener un peu plus d'argent et un peu plus de fun, parce qu'on est quand même dans un parc à dinosaures, il faut de l'attractivité, et le but c'est d'avoir un maximum de fun. Toutes ces choses-là, on les retrouve là-dedans, hein. C'est quand même assez fou. Donc de créer des enclos avec des dinosaures dedans. Mais attention, si ce sont des carnivores, plus ils seront féroces et plus le danger arrivera. Donc peut-être qu'il va falloir sécuriser aussi notre parc. À moins qu'on prenne ce risque-là, ça nous donnerait quelques petits malus. Mais on pourrait les sacrifier. À vous de voir comment ça va se passer. Un nombre conséquent quand même d'attractions qui se renouvelleraient dans le jeu. Avec des cartes, on en mettrait 3 à chaque tour. Mais aussi de spécialistes. Là aussi, on en mettrait 3 à chaque partie. Avec un niveau de difficulté qui sera adapté en fonction du public avec qui vous y jouerez, avec des cartes qui sont dites avancées, pour un mode de jeu avancé, c'est plutôt plaisant. Les dés sont extrêmement qualitatifs, les règles de jeu, j'y reviens pas, parce que c'est quand même assez conséquent à digérer, même si c'est parfaitement écrit, c'est très lucide, c'est très explicite, il y a pas mal d'illustrations sur les tours de jeu, mais j'aurais préféré qu'on me l'explique, moi, personnellement, mais que de devoir le digérer, ça m'a mis quelques temps. C'est un de mes jeux favoris à cocher, ouais, franchement on peut le dire, même s'il est arrivé tardivement à la maison et que j'ai pas encore pu l'exploiter à son maximum, mais on est vraiment dans quelque chose de costaud. Si vous êtes des joueurs avertis, que vous voulez de bonnes sensations, allez on se pose, on reste 3/4 d'heure, 1 heure sur un jeu à cocher. À 2 aussi ça marche très très bien, l'interaction est quand même pas présente, à part dans la sélection de dés qui est quand même assez originale. On jette un nombre de dés. On va sélectionner d'abord les dés dans un pochon, ensuite en sélectionner 2 par joueur plus 1, et le premier joueur en sélectionne 1, le deuxième 1, etc. Et ensuite le dernier joueur va en resélectionner un immédiatement, et on va refaire ça dans le sens anti-horaire. Tout ça pour gagner des ressources. Il resterait un dé à la fin, tout le monde va gagner la ressource qu'il aurait indiqué dessus, mais aussi le danger qui serait représenté. Et ensuite on va le placer à un endroit, comme un placement de dé, un placement d'ouvrier, pour activer des choses. Mais si je recouvre un dé adverse, eh bien je me prends des malus. Bon bref, voilà. Il y a ce côté interaction là qui est là, mais après on va pas grappiller des trucs chez les voisins, on va pas lui cocher des malus, etc. Donc c'est dans ça que l'interaction n'est pas forcément très présente non plus. C'est vraiment trop bon, la thématique, tout le monde aime, je pense. Donc Dinosaur Island, ouais, ça fait partie de ma sélection des 5 jeux à cocher de cette année. Et le dernier, au risque de paraître un peu avant-gardiste, je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai pu me le procurer à Essen il y a quelques mois. Je vous en ai parlé dans ma sélection des top 10 de mes jeux favoris, parce que c'est aussi un des jeux à cocher et un des jeux tout court auxquels on a le plus joué ces derniers temps. C'est Colorado, un jeu à cocher, oui, chez Silex de 2 à 4 joueurs, 45 minutes, 14 ans, même si je pense que c'est un peu surestimé comparé à Dinosaur Island, ils disent 12, là je dirais plutôt 14, et ici je dirais plutôt le contraire, vous voyez. Et là, ici, la thématique est l'exploration du Grand Ouest américain, mais dans une version call and write. On va devoir appeler des cartes, dire dis donc, t'aurais pas la carte 2 jaune? Ah ben si, tiens, je l'ai, hop.
eh bien, je vais la poser et tout le monde va devoir faire l'action jaune. L'action jaune, ça nous demanderait peut-être de récupérer des pépites. Ces pépites me permettraient de poser une carte moyennant un coup. Ça me demanderait peut-être de piocher des cartes ou au contraire de défausser des cartes pour en poser une autre. Ça pourrait me demander bien évidemment de cocher sur ma carte, de cocher des endroits sur ma carte personnelle, un endroit selon les régions que j'aurais déjà explorées. Ces régions explorées, on pourra en explorer toujours davantage de manière adjacente selon qu'on arrive à constituer donc des familles de 3 cartes de la même couleur, la 1, la 2 et la 3, sans jamais avoir 2-1 de la même couleur de possible dans mon terrain de jeu. Les sensations sont quand même plutôt fluides et c'est vachement cool. Franchement, là aussi, il y a des stylos qui sont fournis, on va pouvoir tout cocher, tout effacer, c'est juste nickel. Il y a un système de course dans chaque endroit, le premier qui arrivera à retrouver tous les bandits, le premier qui arrivera à ouvrir les 2 saloons, le premier qui arrivera à découvrir et à explorer les différentes régions vertes, bleues, jaunes, etc. Il y a tout ce système-là de course qui va mettre un peu de tension dans le jeu, car le premier qui arrivera à réussir 7 objectifs, bien la partie prendrait fin. Et si vous avez fait que des gros objectifs, tant mieux pour vous. Ce n'est pas parce que vous n'aurez pas mis fin à la partie que vous ne gagnerez pas. Par contre, si vous êtes arrivé à la fin et que vous avez fait que des petits scores, ça risque de pas être très prolifique tout ça. Bref, ça arrive en janvier 2023. Une vidéo spécifique va arriver parce que j'aime trop. Et c'est pour ça aussi qu'il est dans ma sélection. Non pas pour me vanter, ni pour vous languir d'une certaine façon, mais peut-être pour vous donner envie sur ce qui va arriver aussi. C'est ma sélection, hein. Encore une fois, c'est subjectif. C'est ma sélection de mes jeux que j'ai préférés dans la catégorie jeux à cocher. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était la sélection des 5 jeux que j'ai préférés dans cette catégorie là, des jeux à cocher, les X and Right, que ce soit des cartes, des dés, vous avez vu, il y en avait un petit peu pour toutes les mécaniques et tous les goûts aussi. Donc j'espère que ça vous aura plu et donné peut-être des idées aussi. Si c'est le cas, on s'abonne, on like, on partage. Ça, je pense que vous avez l'habitude à force et je vous laisse avec le catalogue de vidéos juste à côté. Juste le temps pour moi de vous remercier encore une fois de votre fidélité et de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année en famille, entre amis. Chérissez tout le monde autour de vous, autour des jeux de société, bien entendu. Et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!